Merci, Excellence, de nous recevoir pour cette interview. Le 13 juillet dernier, à la veille de la célébration du défilé du 14 juillet, le président Sarkozy a annoncé à ses homologues africains qui étaient présents qu'il allait aligner les pensions des anciens tirailleurs sénégalais, comme on le dit, à leurs homologues français. Alors que pendant longtemps, ceux-ci n'ont cessé de réclamer qu'on les traite de la même façon que leurs homologues français, pour le fait qu'ils avaient combattu, ils étaient sur les mêmes champs d'opération. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Oui, d'abord, c'est un sujet évidemment complexe, hein, comme tous ces sujets liés à la, disons, aux affaires financières, aux questions monétaires et quand ils concernent plusieurs pays. En réalité, après les indépendances, il avait été décidé de partir du même niveau de pension et d'évoluer en fonction des pouvoirs d'achat et des coûts de la vie respectifs des différents pays. C'est la raison pour laquelle, évidemment, quand on revenait 20 ans plus tard, le coût de la vie et le pouvoir d'achat n'étaient pas du tout le même en France qu'il n'était, par exemple, au Congo ou au Burkina Faso. Et donc, il y avait des évolutions, si vous voulez, de ce qu'on appelait des parités de pouvoir d'achat, qui faisaient qu'évidemment, au bout de 20 ans, de 30 ans, les pensions n'étaient pas de même niveau. Mais à l'origine, il faut quand même y insister, il n'y avait pas d'esprit de divergence. Ce n'était pas l'esprit des décisions originelles. Il n'y avait pas de volonté de discriminer, autrement dit. C'est un peu l'histoire et les parcours des différents pays qui expliquaient ces différences. Il n'empêche que ces différences étaient importantes. Alors, comme vous vous en souvenez, au début des années 2000, et ça a été mis en place en 2006, en fait, par Jacques Chirac, à l'époque, il avait déjà été décidé d'aligner en réalité les pensions des combattants français et des combattants africains pour ce qui concernait, à l'époque, ce qu'on appelait la retraite du combattant. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs catégories, là aussi c'est assez complexe, il y avait plusieurs catégories de pensions, et il y en avait certaines qui étaient liées à ce que les combattants avaient fait au combat, puisque certains avaient combattu, d'autres simplement étaient restés dans l'armée, dans des postes administratifs ou autres, mais certains étaient allés au feu. Et donc ces combattants-là, de même que ceux qui avaient des pensions d'invalidité, donc qui avaient été blessés dans le cadre des combats, ont vu leur pension, en 2006, alignée sur leurs camarades français. Donc ce qui restait, en fait, le problème qui restait pendant, c'était les pensions de retraite des anciens combattants, soit ceux qui étaient morts et donc les pensions de réversion au profit de leurs veuves, soit ceux qui n'avaient pas été au combat au sens strict du terme, mais qui avaient été dans l'armée française, dans des postes divers et qui touchaient les pensions de retraite de l'armée française. Et donc c'est ce second point qui a fait l'objet donc de la déclaration du président de la République le 13 juillet, comme vous en parliez, et qui donc va permettre, déclaration qui va permettre de faire passer un projet de loi qui sera mis en application à partir du 1er janvier 2011 pour aligner les pensions des anciens combattants français sur les pensions des anciens combattants, les anciens militaires plus exactement, africains. Alors, le président de la République aurait pu tout à fait prendre une autre voie, puisqu'on a eu une décision judiciaire, comme vous le savez sans doute, concernant cette affaire, qui ne mettait pas en cause les différences entre les pays, entre la France et les pays d'Afrique, mais qui simplement disait si un Français réside par exemple au Sénégal, il doit toucher la même pension qu'un Sénégalais. Voilà. Donc on aurait pu choisir cette voie, qui finalement aurait été la moins coûteuse pour le contribuable français. Le président de la République a souhaité, au contraire, qu'on aligne par le haut, en quelque sorte, au profit donc de tous les pensionnés africains, sur le niveau français. Mais est-ce qu'il n'y a pas une malice? Parce que certains ont pensé que le fait de l'avoir fait tardivement, il y aurait très peu
de survivants et que très peu bénéficieraient de ces pensions finalement. Est-ce qu'il y aura un effet rétroactif? Est-ce que les ayants droit vont profiter de cette masse subite? Encore une fois, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que dans le cadre strict de la loi française, si vous voulez, le système qui existait était un système correct. Ce qui n'était pas correct, compte tenu de la loi, c'était qu'un Français qui était au Sénégal, par exemple, ou au Congo, ait une pension de retraite qui soit alignée sur la France et pas sur le Congo. Donc ça, c'était pas acceptable en droit français. Donc on aurait pu tout à fait, il n'y avait pas de malice, on aurait pu tout à fait dire, bon bah on va donc réduire les pensions des Français qui sont en Afrique et augmenter les pensions des Africains, parce qu'il y en a aussi qui sont en France. Bon, ça aurait été une voie, bien sûr, beaucoup moins coûteuse. Donc la France a fait un geste de grande générosité, compte tenu surtout du contexte budgétaire qui prévaut en France, puisque la dernière décision qui a été prise par le président Sarkozy est une décision qui, sur le plan budgétaire, va coûter chaque année au Trésor public français et aux contribuables français 150 millions d'euros donc de contributions annuelles. Et donc chaque année, ce seront 150 millions d'euros supplémentaires. Et 150 millions d'euros actuellement, ça correspond à peu près à 100 milliards de francs CFA par an. On ne pourra pas dans les détails. Je voudrais aborder un sujet d'actualité. Peut-être quand même, si un petit détail là-dessus, c'est que, puisqu'il y a des auditeurs qui vont s'intéresser évidemment à la mise en œuvre en pratique de tout ça, et donc un petit détail là-dessus, c'est que nous allons recevoir, une fois que la loi aura été votée, nous allons recevoir donc des éléments pratiques pour la mettre en œuvre, parce que la mise en œuvre n'est pas automatique. Chaque ancien combattant devra donc actualiser son dossier auprès du consulat, donc devra venir remplir donc une fiche le concernant pour donner toute une série de détails concernant notamment sa carrière, son indice actuel et l'indice auquel il va pouvoir prétendre. Et donc tout ça permettra de mettre en place, si vous voulez, concrètement cette mesure et d'en faire bénéficier concrètement les gens. Parce que ça ne va pas être automatique. Ils ne vont pas recevoir comme ça, sans initiative directe de leur part, cette revalorisation. Et donc il faudra qu'il y ait une démarche individuelle de chaque ancien combattant vers le consulat. Mais ça, ils connaissent, il y a une organisation, si vous voulez, qui est mise en place, et le relais va être passé par les associations d'anciens combattants. Mais je voulais profiter de cette émission pour le dire et pour préciser cette méthodologie. Très bien. Finalement, vous n'aurez pas assez de travail parce qu'ils ne sont peut-être pas très très nombreux à venir s'aligner pour faire... Ils sont encore heureusement raisonnablement nombreux. Et puis il y a aussi les veuves qui sont nombreuses. Ok. Pas plus tard qu'hier, la France venait d'annuler près de 2 milliards d'euros de dette du Congo. La question est de savoir si les Congolais doivent vous remercier pour ce geste généreux et si peut-être vous interpeller pour savoir finalement toute cette masse d'argent, est-ce que vous les avez vus passer quelque part en termes de réalisation au Congo? Alors, il faut d'abord mettre l'annulation dans son contexte général, puisque l'annulation ne concerne pas uniquement la France, elle va concerner tous les pays qui sont membres de ce qu'on appelle le Club de Paris, c'est-à-dire les créanciers en général de l'Afrique et en particulier du Congo. Évidemment, de très très loin, la France est le premier créancier du Congo et d'une manière générale d'ailleurs de l'Afrique. Il faut peut-être le rappeler, ça signifie que pendant quand même des années, notre pays et donc ses contribuables ont aidé à des niveaux quand même très 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 importants le Congo et d'une manière générale l'Afrique. La France est le premier créancier, c'est-à-dire qu'elle porte les 2/3 des créances du Congo. C'est donc énorme, si vous voulez. Donc dans ce contexte-là du Club de Paris,
Et dans le cadre de ce qu'on appelle l'initiative sur les pays pauvres très endettés, il avait été décidé, déjà il y a longtemps, au début des années 2000, qu'il fallait alléger la dette des pays pauvres, parce que cette dette empêchait le développement. On ne pouvait pas, on estimait qu'il n'était pas possible, au-delà d'un certain niveau de dette par rapport aux exportations, d'investir pour l'avenir. Alors certes, ce n'était pas de la faute des créanciers, cette situation, puisque c'était les pays qui avaient décidé de s'endetter. Mais il n'empêche que la réalité était là et qu'on avait décidé, donc collectivement, c'est une décision collective, d'annuler cette dette. Mais on ne pouvait pas le faire dans n'importe quelle condition, car si on l'avait fait dans n'importe quelle condition, ça aurait été un encouragement à la mauvaise gestion. Si à titre privé, vous contractez des dettes auprès de votre banquier, mettons, et que votre gestion est malheureuse parce que vous dépensez votre argent comme il ne faudrait pas, le fait d'annuler la dette ne peut que vous inciter à continuer ce processus de mauvaise gestion. Donc, il avait été décidé que ces annulations seraient conditionnées par un processus qui était contrôlé par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale, et au final par tous les bailleurs de fonds qui sont membres du conseil d'administration du Fonds monétaire et de la Banque, et dont la France fait partie, bien sûr, pour constater que des réformes, à la fois en matière de gestion financière, en matière également de gouvernance démocratique, de gouvernance au sens également de l'accès, des possibilités de gestion de la rente pétrolière pour les pays qui avaient la chance d'avoir une rente pétrolière, dont le Congo fait partie, et également de privatisation, que toutes ces conditions devaient être mises en place pour qu'on ait une chance finalement que cette annulation de dette puisse porter ses fruits, c'est-à-dire que, au bout du compte, le pays étant mieux géré, eh bien, il puisse y avoir des résultats pour tous les citoyens du pays bénéficiaire. Donc, ça a été un long processus, puisque c'est un processus qui a commencé en 2002. Pour le Congo, il y a eu une première étape dans ce processus qui a été l'année 2004, qui a été ce qu'on appelle le point de décision. Et déjà, à ce point de décision, il y a eu une partie de la dette qui a été annulée, j'y reviendrai. Et puis, il y a eu une deuxième phase qui a été beaucoup plus longue à obtenir, et ça a été celle du point d'achèvement, qui a été finalement obtenu en janvier 2010, et qui a permis l'annulation de la totalité de la dette du Congo. Alors à partir de là, une fois cette décision collective prise, chaque pays individuellement signe des annulations bilatérales avec le Congo, et la France a signé cette annulation comme d'autres pays l'ont fait ou vont le faire très prochainement. Alors globalement, si on revient à l'annulation de la dette des créances françaises à l'égard du Congo, globalement cette annulation, tout compris si vous voulez, depuis 2004, correspond à 2,6 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 1500 milliards de francs CFA. Donc c'est un effort absolument gigantesque, je dirais. Il faut quand même s'en rendre compte. Ça représente plus du tiers du PIB du Congo. C'est absolument donc énorme. Ça n'a pas été fait en une seule fois. Là, les dettes qui ont été annulées hier, donc qui correspondent à 645 millions d'euros, c'est-à-dire 348 milliards de francs CFA, c'est finalement l'annulation finale, si vous voulez. Mais avant, il y a eu d'autres annulations. Donc tout ça, c'est un processus qui a été long, mais qui, au final, correspond à vraiment des sommes très, très importantes. Je voudrais vraiment y insister. Il y aura une dernière partie de la dette qui, elle, et ça me permet de répondre à votre dernière question, qui, elle, ne va pas faire l'objet d'une annulation sèche, c'est-à-dire d'un trait de plume. C'est environ 330 millions d'euros qui vont faire l'objet de ce qu'on appelle un contrat de désendettement et de développement, c'est-à-dire que cette dernière partie, ce qu'on appelle l'effort additionnel de la France, qui n'est pas un effort obligatoire, mais qui est un effort en quelque sorte volontaire, sur une base vraiment volontaire,
331 millions d'euros vont être consacrés à des projets qui vont être définis en accord avec le gouvernement congolais et le gouvernement français. On est en train de négocier cette affaire-là et qui fera l'objet d'un contrat de désendettement et de développement. On espère que ce contrat sera signé le plus tôt possible parce que plus vite c'est signé, mieux c'est pour tous les Congolais, et qui se traduira par des projets d'infrastructures ou des projets sociaux ou des projets en matière de santé publique au profit donc de tous les Congolais. Donc ça répond, si vous voulez, à votre question. Vous disiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout ça profite finalement aux citoyens à la base? Alors, il y a une partie donc de cette annulation qui va profiter aux citoyens à la base, c'est cette dernière partie. Pour la majeure partie, parce que la dernière partie c'est 330 millions d'euros sur 2,6 milliards d'euros. Donc ça ne fait que, en fait, une petite, à peu près 20%. C'est finalement assez peu. Pour la majorité de cette dette, on peut espérer que le fait qu'on ait constaté, que les bailleurs de fonds aient constaté les réformes qui étaient mises en œuvre par le gouvernement congolais, ce fait-là nous permet d'être optimistes pour l'avenir, puisque ça veut dire que normalement, il doit y avoir une meilleure gestion de l'argent public. Donc normalement, tout ça devrait pouvoir bénéficier à tous les Congolais. Mais c'est l'affaire du Congo. Très bien, une meilleure gestion des finances publiques. J'aimerais quand même vous faire réagir rapidement, parce que c'est aussi une question d'actualité, mais qui sort de notre questionnaire. Le 14 juillet, après la fête sur les Champs-Élysées, on avait supprimé la garde d'une partie traditionnelle à l'Élysée. Pour question de restriction budgétaire, sinon pour essayer un peu de réduire le temps de vie de l'État, d'après ce que nous avons pu comprendre. Les pays africains fêtent avec faste le 50e anniversaire de leur accession à l'indépendance. Avec faste. Et lorsqu'on voit les budgets qui sont mis pour fêter ces fastes-là, on est quand même surpris que celui qui donne essaie de serrer la ceinture et celui qui reçoit essaie de se comporter, j'allais dire entre guillemets, de façon irresponsable, puisque finalement, est-ce qu'il ne jette pas l'argent par la fenêtre? Si ce sont les critères que vous indiquez, est-ce que vous n'encouragez pas finalement cette espèce de laxisme dans la gestion de tout ce que vous leur donnez? D'abord, chaque État est souverain et gère son argent comme il l'entend, d'une part. D'autre part, je crois que... C'est pas moralement choquant de voir que cet argent soit utilisé de cette façon-là, alors que vous qui donnez, vous créez des restrictions. D'autre part, je crois que le cinquantenaire de l'indépendance, c'est quand même... là, je n'ai pas de jugement à porter, de manière générale, si vous voulez, mais je crois que le cinquantenaire d'une indépendance, c'est un moment qui est un moment de cohésion nationale. On parle de cohésion, vous savez, quand on parle de rugby, par exemple, ou dans une armée, des exercices de cohésion, c'est-à-dire c'est des exercices qui vous permettent de vous retrouver, de ressouder la nation autour d'une thématique forte et de vous projeter un peu en avant pour être une équipe ensemble. Donc on comprend tout à fait que les pays africains veuillent se, comment dirais-je, consacrer de manière très visible aux yeux de leurs opinions publiques l'importance de cet événement. C'est tout à fait normal, ça me paraît assez naturel en tout cas. Mais encore une fois, nous n'avons pas de jugement à porter. Pour l'instant, nous, on ne sait pas, on ne peut pas dire, on n'a pas d'idée sur ce que ça coûtera. Si vous voulez, ce qu'on sait, c'est que ici, comme ailleurs, on veut marquer en quelque sorte par des cérémonies un peu fortes et un peu solennelles ce cinquantenaire, mais rien ne nous dit qu'il y aura des dépenses de toute façon extravagantes. C'est pas du tout. Enfin, je crois pas que vous puissiez aujourd'hui dire cela. Attendez de voir ce qui se passe après. En tout cas, on comprend nous le souhait de ces pays, des pays africains et notamment du Congo, de marquer le coup en quelque sorte pour ce cinquantenaire. Très bien. Enfin, vous serez peut-être plus vigilant lorsque vous donnerez, puis contrôlerez, puisque c'est quand même l'argent du contribuable français. Puisque nous avons parlé
nouveau cadre de partenariat de désendettement qui va être mis en place. Je voudrais savoir, mais qu'en est-il par exemple du DCP, le document de cadre de partenariat, qui court finalement jusqu'en 2012. Ce cadre avait été signé en 2008, si je ne me trompe pas. Oui. Et alors finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se chevaucher Non. Cadre à un autre? Non, vous savez, en fait, les bailleurs de fonds, je remettrai ça dans un contexte plus global. La France ne travaille plus comme elle le faisait il y a encore une quinzaine d'années. En matière de développement, elle ne travaille plus de façon isolée. Elle a entendu, ça fait longtemps, depuis déjà 1990, si vous voulez, le début des années 90, elle a entendu travailler en coordination avec tous ses partenaires au développement. Ça veut dire tous ceux qui partagent la même philosophie de la gestion de l'aide. Et d'ailleurs, une grande partie maintenant de l'aide de la France n'est plus bilatérale. 80% de notre aide est multilatérale. Donc, si vous voulez, si on travaille comme ça, on doit définir des cadres, ce qu'on appelle des cadres de partenariat. Et ces cadres de partenariat sont définis de façon bilatérale avec le pays concerné, mais dans un cadre également multilatéral. C'est-à-dire qu'on évite, par exemple, s'il y a un leader en matière d'éducation, en l'occurrence en matière d'éducation, ici, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, c'est la Banque mondiale, on évite de travailler sur ce secteur-là, ou en tout cas on le fait en s'assurant qu'il y a un bon partenariat, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce que les autres font mieux. Et donc c'est pour ça qu'on fait des documents de cadre de partenariat, et c'est pour ça qu'on a fait celui auquel vous faisiez allusion. Mais une fois qu'on a fait ce document, qu'il apporte sur un certain nombre de secteurs, comme par exemple le secteur des infrastructures, également le secteur de l'environnement, également le secteur des formations professionnelles qualifiantes, c'est un peu ça les points forts de notre coopération. On essaye, si vous voulez, de nourrir ce cadre. Il faut trouver des financements, bien sûr. Alors ça peut être des financements purement décidés par la France au niveau du budget français. Ça peut être également des financements qui peuvent provenir d'autres sources, comme celle dont je parlais tout à l'heure, le recyclage d'une partie de la dette, des 331 millions d'euros qui vont être mis en œuvre dans le cadre de cette dette, vont nourrir les projets prévus dans le document cadre de partenariat. Donc si vous voulez, c'est un système qui permet d'une part de s'assurer de la cohérence de l'aide française par rapport à celle d'autres bailleurs de fonds, qu'on ne se marche pas sur les pieds en quelque sorte, et qu'on soit transparent, c'est-à-dire qu'on dit à tout le monde, voilà, nous on travaille uniquement dans ce contexte-là, et nos financements on les met sur la table, voilà ce qu'ils sont. Et on essaye d'être bien cohérent avec ce que fait tout le monde, pour éviter d'avoir des redites ou quelquefois des contradictions. Très bien. Bon, comme le temps passe, il semblerait que les relations France-Afrique peut-être inaugurent d'une nouvelle ère, à en croire ce qui vient de se passer sur les Champs-Élysées avec 13 contingents de 13 pays africains qui ont défilé sur les Champs-Élysées, ce qui ne s'était pas fait. Alors, lorsque des voix s'élèvent pour dire qu'il aurait mieux valu que ce soit une fête africaine plutôt que de déplacer tout un contingent à Paris, comment réagissez-vous à toutes ces critiques qui ont finalement vu que c'était une façon de faire défiler encore les ex-colonies sur les Champs-Élysées? Moi, je ne sais pas, je crois qu'il faut demander aux Africains eux-mêmes, bien sûr. Il y a toujours des voix qui s'élèvent pour des critiques, mais enfin, moi, j'entends aussi les voix qui s'élèvent pour saluer cette initiative, et je crois que ces voix sont plus nombreuses. En fait, c'est une initiative qui est liée, qui est assez cohérente avec ce qu'a d'ailleurs dit le président de la République le 13 juillet, dont on parlait tout à l'heure, sur les anciens combattants. C'est en quelque sorte le coup de chapeau d'une fidélité historique de notre relation entre les pays d'Afrique francophone et la France.
bon, ces pays ont pris en main leur destin depuis déjà maintenant longtemps, mais en même temps, ils tiennent à ce qu'on manifeste, et nous tenons aussi à ce qu'on manifeste cette fidélité, cette amitié historique et presque, je dirais, culturelle, en fait. Bon, je crois que c'est aussi simple que ça. Je crois que tout le monde le comprend. Alors il y a toujours un esprit polémique, évidemment, un peu partout. Mais quand on écarte un petit peu cet aspect polémique et un peu, comment dirais-je, exagéré, à mon avis, bon, chacun voit bien que c'est le salut à la fidélité qui nous lie. Parmi les polémistes, je ne vais pas le citer, c'est monsieur Jean-Christophe Rufin, ancien ambassadeur de France au Sénégal, qui, dans une tribune dans Le Monde, de son mépris au Quai d'Orsay, a qualifié ce que nous venons de dire. Par contre, le président Sarkozy a lui-même dit le 13 juillet devant les chefs d'État que la notion de précaré a vécu. Je le cite puisque c'est sa citation. Alors que d'autres voix pensent que c'est plutôt le retour des réseaux informels. Oui, enfin, ça, encore une fois, il y a toujours des polémiques sur ces thématiques, et quand on réduit, si vous voulez, une relation à des formules, déjà d'ailleurs dépassées, on entretient une polémique. Bon, alors ça peut plaire, mais est-ce que c'est la réalité? C'est ça qui nous importe, hein, je crois. C'est ça qui concerne vos auditeurs. Et je crois que, très clairement, la notion de précaré, effectivement, ça a vécu tout simplement parce que, aujourd'hui, si ça n'a jamais existé d'ailleurs, mais en tout cas ça a bien vécu, dans la mesure où aujourd'hui, la relation entre les pays anciennement sous tutelle française, au bout de 50 ans, ben, c'est plus une relation d'exclusivité. D'ailleurs, la France n'a jamais prétendu à cette exclusivité. Et aujourd'hui, ce dont on se réjouit, c'est pour ça que c'est complètement antinomique avec la notion de précaré, c'est que ces pays, votre pays, mais d'autres également, aient des relations culturelles, économiques, militaires, internationales, d'une manière générale, avec l'ensemble du monde, de manière très diversifiée. On s'en réjouit parce que c'est l'indice d'une maturité. Pourquoi voulez-vous qu'on s'en afflige? Nous sommes très satisfaits de cette situation. Et d'ailleurs, plus les pays d'Afrique francophone développeront ces relations, disons, très largement, plus ils se développeront, notamment sur le plan économique, et plus la France elle-même en tirera parti. Je vous cite un exemple qui est très parlant sur le plan strictement économique, bon, puisque c'est mesurable, si vous voulez, c'est quantifiable. Il y a 10 ans, les exportations de la France vers le Congo étaient d'à peu près 150 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est dans une situation qui est plutôt difficile, puisque les chiffres dont je vous parle sont des chiffres de l'année de la crise, donc d'une année un peu de tassement, hein, des relations commerciales dans le monde en général, et en particulier le tassement entre la France et le Congo. Ces exportations sont de 500 d'euros, bon, en 2009. Donc en 10 ans, les exportations de la France vers le Congo ont été multipliées par 3,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les relations économiques et commerciales du Congo, elles se sont accrues, elles se sont diversifiées. Le Congo a plus de partenaires commerciaux. Et dans cette extension de la relation économique et financière du Congo avec ses partenaires, eh bien la France a profité de cette extension. C'est assez naturel, c'est normal, puisque d'une part, il y a beaucoup d'entreprises françaises au Congo, donc qui profitent de tout cela, et il y a également beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent depuis la France avec le Congo, dont d'ailleurs, je me permets de le dire, beaucoup d'entreprises françaises qui sont détenues par des Congolais résidant en France. Donc tout ça, si vous voulez, est assez normal, assez naturel. Et nous nous réjouissons de cette situation. Loin de nous en affliger, nous nous en réjouissons. Très bien, mais je crois quand même que
dans une certaine opinion, il est dit que la France n'aurait plus bonne presse et que les hommes d'affaires africains, congolais, préfèrent déserter la France pour la Chine. Sinon, on les rencontre dans les palais de Dubaï pour faire des affaires. Alors, je ne sais pas si vous observez, vous percevez cela, cette décrue, ou bien ce n'est qu'une imagination, parce que j'en ai même lu dans les éditoriaux des grandes plumes françaises qui constatent ce fait. Écoutez, moi je constate effectivement les faits. Hein. Bon, je crois que c'est assez clair. Je vous ai cité un chiffre tout à l'heure. L'Afrique, d'une manière générale, qui est un continent, heureusement, je dirais heureusement, parce que pendant des années, on s'est plaint de ce que l'Afrique n'avait pas une croissance suffisante pour nourrir sa population et pour faire progresser sa population, pour lui assurer les services nécessaires en matière de santé, en matière d'éducation, etc. Aujourd'hui, l'Afrique a des taux de croissance importants, donc il faut s'en réjouir. Il est normal que ces taux de croissance importants se traduisent par une diversité de partenaires. Donc, si votre question, c'est de dire, est-ce qu'on est dans la situation de 1960 où il y avait une espèce d'exclusivité de la relation économique entre la France et l'Afrique francophone, où la France faisait 90% des exportations en 1963 avec le Congo, je vous dirais, oui, cette situation a changé, heureusement qu'elle a changé. C'est tout à fait naturel qu'elle change. Aujourd'hui, la France a à peu près 35% de part de marché au Congo. C'est déjà considérable d'ailleurs. Et c'est forcément amené à diminuer au fur et à mesure que le Congo va croître et va diversifier ses partenaires. Mais cette diminution des parts de marché, elle ne signifie pas que les Français exportent moins au Congo, puisque la part du gâteau augmente plus rapidement. Donc c'est un phénomène, je dirais, économique naturel, normal. Nous nous en réjouissons. Alors vous me dites, les gens vont à Dubaï et en Chine. Ben oui, c'est normal, ils vont pas seulement à Dubaï, ils vont pas seulement en Chine, ils vont aussi aux États-Unis, ils vont en Espagne, ils vont en Italie. Très bien. Cela dit, j'observe quand même que, a priori, hein, de ce que je vois des vols aériens, il y a quand même les Congolais vont plutôt en France, qui est d'ailleurs, on s'en réjouit. C'est plutôt leur mouvement naturel. Et de là, peut-être qu'ils vont dans d'autres pays. Mais si vous voulez, je crois qu'il est bien normal de voir ce phénomène de diversification des partenariats intervenir. Encore une fois, rien là que de très normal, de très naturel, loin d'être inquiétant. Nous, ça nous réjouit plutôt. Monsieur l'ambassadeur, je crois que ça sera l'avant-dernière question, mais justement, diversification des partenaires, je crois quand même qu'il y a un pays qui aujourd'hui emprise sur l'Afrique. Je vais le citer, la Chine. Et au Congo, on le sent, on le voit, on le perçoit. On voit à peu près sa présence qui est quasiment omniprésent ici au Congo. Qu'est-ce qui fait, peut-être que vous ne jugerez pas, que la coopération chinoise soit plus appréciée par les Africains et qui marque leur présence ici et qui pourrait être des sources d'inspiration pour la France? Est-ce que la France ne pourrait pas s'inspirer de cette coopération-là qui, semble-t-il, a en prise dans ce nombre de pays africains? Vous dites plus apprécier, donc c'est un jugement de valeur. Bon,